Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Alors c'est l'anniversaire de quelqu'un apparemment, j'ai vu passer là. Attendez, je n'étais pas sur le chat encore. Bon anniversaire Lolita. Ok, salut à toi. Salut tout le monde. Merci Payanque pour l'abonnement. Pour les deuxièmes mois. Merci beaucoup. C'est l'anniversaire de Lolita06. Bon anniversaire à toi Lolita. Tout le monde t'a déjà dit bon anniversaire, disons. Incroyable ça. Incroyable. Hop. Bim. 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 Je ferme juste ça. Et c'est bon. Hop. Voilà. Merci beaucoup Curly. Merci. Merci. Du coup j'avais pas le son. J'ai pas eu le son du petit... Voilà. Oh bah salut tout le monde. Salut Chris. Salut Alice, salut Fitz, la dérouille, elle dérouille. Salut Caro. Ah, j'ai vu Tahiti Ju, j'ai vu ton message, bonne séance de kiné à toi. Et tu regarderas le replay tranquillement. Bah bon lundi à tous, bon début de semaine. Alors bon, bah vous avez vu le titre les amis, c'était prévu d'ailleurs. Je sais pas si mon micro il est bien orienté là. Hop. C'était prévu qu'on fasse ce petit live spécial bourse. On en avait parlé il y a 15 jours. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était bien prévu aujourd'hui. En tout cas, moi, je l'ai préparé. Mais voilà. Si vous voulez pas qu'on fasse ça, on fait pas ça. Mais ça tombe mal parce que j'ai déjà tout préparé. J'ai déjà mes petites fiches et tout là. Donc, est-ce qu'on le fait ou pas? Sinon, je m'en vais. Bon, on y va. Salut Marine. Ah, salut la petite bretonne. Donc, voilà, on y va quoi. Ah, il y a Célia qui est là. Salut Célia. Bon, on va pas parler immobilier aujourd'hui, Célia. On va pas parler acte notarié, ni plus-value et autres termes voilà, immobiliers, mais on va parler de la bourse aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on va parler des crypto-monnaies Est-ce qu'on va parler des crypto-monnaies aujourd'hui? Pas spécialement. Caro, pas spécialement, mais on en parlera. J'en ai déjà parlé un petit peu. Mais là, on va parler de la bourse. Et on va parler de la bourse vraiment pour les débutants. Donc là, j'ai mis quoi comme titre? Déjà, j'ai oublié le titre que j'ai mis. J'ai mis un truc du genre... ouais, j'ai même pas mon titre sous les yeux, tu vois. Qu'est-ce que j'ai mis comme titre, là? Les bases à savoir pour débuter, c'est ça que j'ai mis exactement. Et ben c'est exactement ça dont on va parler. On va parler des bases de la bourse. Donc c'est quoi la bourse? À quoi ça sert surtout? Est-ce que c'est quelque chose... déjà, à quoi ça sert? Comment ensuite investir en bourse? On va parler de plein de petites choses. Donc ça va nous prendre une petite heure 30. J'ai dit à Bibou tout à l'heure, j'ai dit, bon, je vais essayer de finir à 11h30. Elle m'a dit, bah, il y a intérêt quand même, tu vas pas faire 2 heures de live. J'ai dit, bah, je sais pas, écoute, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc je vais essayer de... Je remonte la webcam parce qu'on va pas... Hop, je vais essayer d'être le plus concis possible et le plus clair possible, ok? Donc surtout s'il y a des choses que vous captez pas, bah, vous m'arrêtez là dans le chat, là vous levez la main, vous levez le doigt, vous levez le smiley, vous faites ce que vous voulez et vous me dites Babou, est-ce que tu peux revenir sur tel ou tel point, ok? Non, c'est vraiment super important. Mais que vous leviez la main, enfin pas que vous leviez la main, mais que vous n'hésitiez pas à dire ouais, est-ce que tu peux revenir sur ça ou ça, ok? Un petit peu de lumière, c'est mieux, même s'il fait jour. Voilà. On est plus beau comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, voilà, n'hésitez pas. Je vais utiliser des mots les plus simples possibles. Mais voilà, peut-être que les mots que moi je vais considérer simples, les notions que je vais considérer simples, pour vous, c'est pas simple. Je me rappelle effectivement de Tahiti Ju qui ne savait pas ce que c'était le CAC 40. Voilà, le CAC 40, pour moi, c'est un terme assez basique. Mais effectivement, si vous ne savez pas ce que c'est que le CAC 40, de toute façon, là, on va le voir ensemble. On va expliquer vraiment, ça va être les bases des bases. Ok.
Et Lolita, franchement, ça va pas être compliqué, hein, t'inquiète pas, hein. Franchement, hein, ça va être un... Là, on va pas rentrer dans trop de détails, donc tu peux continuer à écouter, même si tu télétravailles, tu peux quand même écouter, quitte à réécouter en replay après, hein. Ok, ça marche. Donc déjà, je vais vous poser une petite question. Ça va être très rapide dans le chat. Quels sont ceux qui considèrent ne rien savoir sur la bourse? Vraiment. Genre, vous n'y connaissez... vraiment, vous savez absolument pas ce que c'est. Vous savez pas à quoi ça sert. Vous savez pas comment ça marche. Vous savez pas comment investir en bourse. Et vous savez pas pourquoi investir en bourse. Vraiment, vous savez absolument rien. Il y a Bibou qui nous regarde, vous l'avez vu ou pas? Voilà, Juliana et Julien, c'est nous. Voilà. Enfin, c'est pas moi, hein, du coup, c'est Bibou, vous avez vu, elle est en train de nous écouter. Je sais pas si elle va écouter jusqu'au bout, hein. Mais. Ok, et est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent quand même un petit peu, genre qui pourront peut-être m'appuyer voilà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà investi en bourse? Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà investi en bourse? Ou est-ce qu'il y en a qui, même sans avoir déjà investi, ils savent ce que c'est la bourse, ils savent à quoi ça sert, ils savent ce que c'est le CAC 40, et ils savent ce que c'est qu'une action ou un dividende, par exemple, des trucs vraiment assez simples, qui savent ce que c'est qu'un PEA. Bon, Célia, évidemment, ça ne m'étonne pas, à mon avis. Je pense que tous les gens qui sont un peu dans le métier... Voilà, merci Célia, merci beaucoup d'être là. Qui c'est qui s'y connaît d'autres alors? Curly, elle a commencé à s'intéresser au PEA, bah, c'est très bien, voilà, ok, très bien. Un PEA, c'est plan d'épargne action, mais on va revenir un petit peu. Ok, ok, ok. Qui s'y connaît encore un peu? Mazarizi, nanana, merci à toi. Merci beaucoup. Et Axou, on commence tout juste à investir. Bon, bah, tu t'y connais un peu alors. Bon, bah, ça marche. Bienvenue à toi, nouveaux followers. Bienvenue à toi, Coralie. C'est Coralie que j'ai vu passer? Coralie, bienvenue à toi. Et effectivement. Ok, bah on attaque. Alors, c'est quoi la bourse? Je me sors mes petites notes. Déjà, c'est quoi la bourse? La bourse, c'est un lieu d'échange où on va s'échanger des produits financiers. C'est ce qu'on appelle une place, on peut appeler ça aussi une place de marché. Une place de marché comme un marché classique où vous allez acheter votre poisson et votre fromage et vos cornichons, hein. La bourse, c'est ça, c'est un marché, sauf qu'on ne va pas acheter des cornichons et des tomates, on va s'échanger, donc acheter et vendre des produits financiers, qu'on peut appeler aussi des instruments financiers, ou qu'on appelle aussi valeur mobilière. Valeur mobilière à ne pas confondre avec valeur immobilière. Voilà, c'est pas la même chose. On peut acheter plein de choses en bourse, on peut acheter notamment les actions que tout le monde connaît, même si vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, on s'échange énormément d'actions en bourse. Je vous expliquerai après ce que c'est une action, évidemment. On peut échanger, acheter, vendre plein d'autres choses aussi, les matières premières comme voilà, l'or par exemple, tout type de matières premières. On peut acheter, vendre des obligations, des devises. Les devises, c'est l'euro, le dollar, le yen, j'ai pas de devises qui me viennent en tête. Mais voilà, les devises, c'est toutes les monnaies du monde. On peut se les échanger, c'est ce qu'on appelle les devises. C'est le marché du forex. On y reviendra aussi après. Il y a d'autres petites choses qu'on peut s'échanger en bourse, mais qui sont un peu plus techniques, comme les ETF, les futurs, les options, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est des choses qui ne vont pas nous intéresser aujourd'hui. Comme sur tout type de marché, et c'est dominé par la loi de l'offre et de la demande, les prix vont fluctuer. Voilà, c'est ce qui fait le charme de la bourse, c'est que c'est fluctuant. C'est jamais stable, bien évidemment, mais comme tout type de marché, hein, les tomates, c'est pareil, les cerises, c'est pareil. Vous allez peut-être des fois trouver bête mes comparaisons, mais vous allez voir qu'en fait, je vais souvent comparer la bourse à la vie de tous les jours, et je vais vous amener à la fin de ce live à vous faire comprendre que la bourse, c'est quelque chose qui n'est pas si risqué que ça, et qui en fait reproduit un peu les mêmes schémas de notre vie quotidienne. Voilà, la bourse est très fluctuant, ça monte, ça descend, ça dépend de l'offre et de la demande. Je lis le chat là. Ok, Caro, je mets un peu plus fort. Voilà. Ok, c'est plus fort là maintenant. Donc je lis le chat en même temps, donc vous n'hésitez pas à chaque fois, vous réagissez, hein, ok. Pour l'instant, ce que j'ai dit est assez simple. Je pense, hein, je pense. Donc, comme je vais faire des comparaisons un peu bizarres, mais comme dans la vie de tous les jours, la bourse, ça va reproduire le même schéma. Ça répond à la loi de l'offre et de la demande, donc les prix vont varier. Ça va être très fluctuant, comme l'immobilier, comme les maisons, les appartements, ou comme n'importe quel achat que vous faites au quotidien. Voilà,
Vos cerises, vous n'allez pas les acheter au même prix cette année que l'année dernière. Probablement que vous les achèterez plus cher parce que, notamment, il y a eu tous les dérèglements climatiques, les gelées, tout ça, mais il y a aussi le marché de... Voilà, les lois du marché, hein, l'offre et la demande, c'est ça qui domine le monde. Donc si une action baisse, si le cours de telle ou telle action ou tel produit, instrument financier va baisser, c'est parce qu'il y a donc plus de vendeurs que d'acheteurs. Et inversement, voilà, si le prix monte, c'est qu'il y a donc plus d'acheteurs que de vendeurs. Il y a donc plus de demandes. Voilà, les acheteurs, c'est la demande, les vendeurs, c'est l'offre. Comme dans n'importe quoi dans la vie. Yeah, merci à toi, Linex. Merci, Linex. Et donc maintenant, la bourse, à quoi ça sert? Alors là, je vais dérouler, je me suis fait un petit conducteur comme ça, un petit fil conducteur. Et j'ai aussi des questions que j'ai notées, parce que vous m'avez envoyé aussi des questions via Instagram. Donc ça a permis, là, vous allez voir, on va vraiment parler de beaucoup de choses. Donc merci à tous ceux qui m'envoient des questions à chaque fois, que ce soit en commentaire sous les vlogs ou via Instagram. Alors la bourse, à quoi ça sert? Alors qu'est-ce que je me suis noté? Ça permet de rapprocher une offre. Une offre, en l'occurrence, ça peut être des entreprises comme ça peut être des États, bon, on y reviendra. Cette offre, elle a des besoins en financement. La bourse, elle est là pour mettre en relation cette offre avec une demande. Et la demande, ce sont des investisseurs particuliers, professionnels ou institutionnels qui ont des capacités de financement, tout simplement. Il y a des gens qui veulent vendre quelque chose parce qu'ils ont besoin d'argent, et il y a des gens qui veulent l'acheter, comme dans n'importe quel marché en fait, voilà, tout simplement. Donc l'offre, elle va émaner d'entreprises, elle va émaner d'États essentiellement, qui ont donc besoin de financement, qui ont besoin d'augmenter leur capital, leurs capitaux. Ils vont émettre des titres financiers qui vont être achetés ensuite par des investisseurs. Les investisseurs, ça peut être vous, moi, votre voisine, votre sœur, c'est ce qu'on appelle les investisseurs particuliers. On a aussi des investisseurs professionnels, dont c'est le métier, et on a aussi des investisseurs institutionnels. Les États, entre autres. Les États, entre autres, sont ce qu'on appelle un investisseur institutionnel, une institution. Les investisseurs institutionnels, c'est dur à dire ce mot, en plus j'ai pas pris d'eau. Ah là, j'ai encore oublié de prendre mon eau. Bibou, j'ai pas pris de verre d'eau. Si jamais tu es motivé pour m'amener un verre d'eau, tu vois. Bibou, c'est ma femme, pour ceux qui ne le savent pas, elle nous regarde en ce moment. Et donc, la France et plein d'autres États investissent en bourse, et donc ce sont ceux qui investissent le plus en bourse. Voilà. Bibou, elle m'a dit on sort à où? Alors on sort à où en créole, ça veut dire aller marcher, ça veut dire non, tout simplement, ça veut dire non. Voilà. Ok. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, il n'y a pas uniquement vous et moi qui investissons en bourse, et il n'y a pas uniquement les traders professionnels. On a tous en tête les traders professionnels de Wall Street et voilà, les grands traders véreux avec des dents de requin et tout ça. Mais il n'y a pas que eux et nous. Il y a aussi les investisseurs institutionnels. On les oublie, hein, mais les États, pas que la France, plein d'États, merci vous. Merci. Investissent en bourse, et si les États n'investissaient pas en bourse, il y aurait beaucoup moins d'échanges, voilà. En termes de valeur, les échanges seraient beaucoup moins importants, bien évidemment. Donc je vais vous faire, par exemple, tant qu'on est sur les États, est-ce que vous saviez que la France était actionnaire dans beaucoup de sociétés? Là, je vais vous poser une question très rapide. Est-ce que déjà vous saviez que la France avait des actions dans des sociétés privées, hein, évidemment? Margot ne le savait pas, ok. Parce que souvent, on sait ce que c'est qu'une entreprise publique, mais moi c'est un terme un peu bâtard, je trouve, quand on appelle ça entreprise publique. C'est qu'il y a des gens qui vont considérer que du fait que la France est actionnaire dans une entreprise, voilà, effectivement, vous avez cité EDF, Air France, voilà, il y en a qui connaissent un peu, SNCF, effectivement. Ouais. Mais moi, personnellement, je vais considérer
Ouais, France Télécom. Bon, maintenant, France Télécom, c'est Orange. Mais voilà, donc là, je vais vous citer pas mal de sociétés, mais la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres, où la France, l'État français est actionnaire. Donc on a EDF, on a Airbus, on a Aéroport de Paris, donc c'est ADP, Aéroport de Paris, mais pas que. Il y a d'autres aéroports aussi, où la France va avoir des parts dans ces aéroports-là. On a Orange, évidemment, Thales, Engie. Alors Engie, c'est vraiment une société pour laquelle j'ai pas du tout d'affection. Je comprends pas pourquoi la France est encore actionnaire de Engie. Je ne comprends pas. La Poste, évidemment, la Française des Jeux, la SNCF et la RATP, France Télévisions. Voilà, donc c'est des sociétés que certains qualifient de sociétés publiques. Voilà. Il y a plein de gens qui pensent encore, à tort, par exemple, que la Poste est un organisme public où les gens qui vont travailler à la Poste, ou même à Air France, ou même à la SNCF, c'est vraiment des raccourcis que les gens font. Ils considèrent que dès lors qu'ils ont entendu que la France avait des actions ou était majoritaire dans la SNCF ou dans EDF ou quoi, et donc ils vont considérer que tous les gens qui travaillent pour ces sociétés-là sont des fonctionnaires et donc sont leurs employés. C'est souvent un raccourci que les gens font. Donc on considère que le facteur, c'est notre employé parce que c'est nos impôts qui permettent de le payer, parce que la Poste, c'est une entreprise française qui appartient à l'État français. C'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. La Poste, la France, l'État français a des actions dans toutes les sociétés que je vous ai citées et dans d'autres, mais ça reste des sociétés privées qui ont des dirigeants, qui ont des patrons. C'est pas les présidents et ni les ministres qui gèrent ces sociétés-là. Par contre, ils ont leur mot à dire parce que en tant qu'actionnaire, tu vas siéger au conseil d'administration. Je vous expliquerai ensuite après ce que ça veut dire d'être actionnaire et d'avoir des actions dans une société, mais notamment, ça permet de voter et d'avoir son mot à dire sur la gérance de la société. Mais ça ne veut pas dire que tu as non plus tout à dire. C'est pas toi qui la gères. Voilà, hein, c'est pas Emmanuel Macron qui gère la Poste ou la SNCF ou Airbus ou Air France. Par contre, c'est des sociétés où la France a pas mal d'actions quand même. Donc je ne sais pas s'ils sont majoritaires, je ne sais pas exactement la répartition de la part de l'État français dans la SNCF ou la RATP. Mais donc ils ont leur mot à dire parce que voilà, c'est quand même grâce à l'État français aussi et aux actions de l'État français que ces sociétés-là peuvent avoir des capitaux aussi importants. Mais aussi, inversement, l'État français a donc des revenus, parce qu'on va le voir juste après, quand on est actionnaire d'une société, on peut toucher ce qu'on appelle des dividendes. Donc ça, c'est des revenus liés aux actions qu'on va détenir à l'intérieur de ces sociétés. Ok, ça marche. Là, c'est pas trop compliqué ce que j'ai dit. Si c'est trop compliqué, vous me dites stop, j'ai rien compris. Mais non, ça va. Il y en a plein d'autres, hein, effectivement. Il y en a d'autres que j'ai pas cités. J'avais même pas cité Air France, mais Air France, effectivement, évidemment. Il y a Camille qui dit pour la Poste, c'est carrément vrai, mon mari bosse à la Poste et les gens sont persuadés qu'il est forcément fonctionnaire. Alors que ça fait des années qu'il n'y a plus de poste de fonctionnaire à la Poste. Oui, oui, non mais c'est ça. Voilà. Ok. Donc être actionnaire, ça veut dire avoir des actions au sein d'une société. Fit cela dérouille. Ça veut dire que donc tu vas acheter une partie de cette société, être actionnaire. J'ai mis la définition après, mais je vous la dirai juste après. Hein. Ok ? Donc, déjà, revenons sur la bourse dans son ensemble, parce que là, on est déjà en train de parler de ce que c'est qu'être actionnaire et on n'a pas encore tout déroulé. Alors, attendez. Donc, déjà, là, on était sur c'est quoi la bourse. Ensuite, on va venir sur c'est quoi une action. Et ensuite, évidemment, on va dérouler comment investir en bourse, c'est quoi être actionnaire, etc., etc., hein, bien évidemment. Alors, pour revenir vite fait sur l'État français, il y a Célia qui dit « Je te rassure, certaines personnes pensent même que les notaires sont fonctionnaires. » Bah oui, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que les notaires sont au service de l'État et sont à la solde de l'État et sont donc des esclaves et des sous-fifres des nobles qui nous dirigent et des riches qui nous dirigent. Parce que, évidemment, bah voilà, vous le savez, il y a des courants de pensée actuellement qui se développent et qui sont persuadés que nous sommes tous contrôlés par de riches puissances. Et évidemment, les notaires font partie un peu des esclaves comme ça du gouvernement, hein, bien évidemment. Donc les notaires, les médecins, tous ces gens-là sont bien évidemment des...
à la solde des gouvernements corrompus, ouais, bien évidemment. Bon, je rigole, évidemment. Donc l'État français, juste pour vous faire une petite, pour votre culture générale, les investissements de l'État français, ils sont gérés par ce qu'on appelle l'APE, c'est l'Agence des participations de l'État. Donc là, très important ce mot participation. Voilà. En fait, être actionnaire, acheter des actions dans une entreprise, ce que l'État français fait, ce que nous on fait, ce que n'importe qui peut faire, c'est participer aussi, donc tout simplement au développement d'une société. Voilà. Donc l'APE incarne l'État en tant qu'actionnaire, investisseur en fonds propres dans des entreprises que l'État va juger stratégiques. Le but, ça va être de stabiliser le capital de ces entreprises-là, de les accompagner dans leur développement et dans leur transformation. Et c'est ça l'objectif principal de quelqu'un qui va investir en bourse. Enfin non, il y en a qui vont investir en bourse uniquement pour avoir de la rentabilité pour eux-mêmes. Mais au-delà de ça aussi, investir en bourse, ça permet d'augmenter le capital d'une société. Le capital, c'est quoi? C'est tout l'argent qu'une société a, point barre. Hein. Voilà, c'est comme vous et moi. Hein. Voilà. On a tous de l'argent qui est là. Hein. Une société, c'est pareil. Ils ont ça, ils ont de l'argent là, bim, c'est ce qu'on appelle le capital. Ensuite, ils en font plein de choses de ce capital. Hein. Ils vont payer la masse salariale, ils vont investir dans la recherche, le développement. Plein de choses, évidemment, payer les fournisseurs, enfin voilà. Il faut quand même du capital, ok. Ça permet donc, quand tu investis dans une société, de stabiliser ce capital, de le faire fructifier, l'augmenter. Tu les accompagnes dans leur développement et dans leur transformation à venir. Donc l'État va juger stratégique certaines entreprises comme la Poste, notamment la SNCF ou Air France. C'est des entreprises, ou EDF, l'électricité, c'est des entreprises que, en tant qu'État, tu ne peux pas laisser tomber. Voilà. Si un jour la Poste, du jour au lendemain, arrête de fonctionner pour X raisons, ben, ça va quand même poser pas mal de problèmes. De même pour EDF ou pour Air France ou pour SNCF. Donc l'État français a jugé stratégique d'investir dans ces sociétés-là pour pouvoir aussi avoir son mot à dire et pour tout faire pour que ces sociétés-là soient pérennes. Merci Aksubu, merci beaucoup. Ok. Est-ce que c'est pour ça qu'on est actionnaire dans nos banques, elles demandent Tahiti juste? C'est un peu pareil aussi. Voilà, mais après, ce qui est dommage, c'est que les conseillers bancaires n'expliquent pas vraiment ça. Mais oui, quand tu es actionnaire dans ta banque, c'est aussi pour avoir ton mot à dire, pour lui apporter un petit peu plus d'argent. Et avec cet argent-là, bah, ta banque pourra se développer, créer des nouveaux produits ou se transformer dans d'autres choses. Voilà, voilà. Être actionnaire, ça sert à ça. On y reviendra encore. Et évidemment, donc, tous ces investissements de l'État, bah, ça reste sous la tutelle du ministère de l'économie, évidemment, et des finances. C'est normal. Ensuite, au niveau de la bourse, il y a ce qu'on appelle deux types de marchés. Donc, il y a le marché primaire, où nous, on ne va pas intervenir. Vous et moi, on n'intervient pas dans ce marché primaire. Le marché primaire, c'est le marché du neuf. Nous, on intervient uniquement sur le marché secondaire, donc de l'occasion. Si je peux, c'est les termes, voilà. C'est mes petites métaphores, mais ça vous permet de comprendre, je pense. Le marché primaire, c'est quoi? C'est lorsqu'une société décide, a besoin d'augmenter son capital pour donc avoir plus d'argent. Augmenter son capital, c'est ça, hein, c'est avoir plus d'argent pour ensuite l'investir, faire des nouvelles choses, proposer de nouveaux produits, etc. Donc une société comme par exemple Facebook, ou Airbnb, dernièrement, Airbnb, ils ont été introduits en bourse il n'y a pas longtemps, je crois, je ne sais plus c'était quand exactement. Une grosse société va décider de lever des fonds, voilà, d'ouvrir, de créer des... comment dire? Alors attendez, je vais lire ma phrase. Tac, 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 tac. Elle souhaite augmenter son capital, donc qu'est-ce qu'elle va faire cette société? Elle va émettre des nouveaux titres financiers. Sauf que ce n'est pas vous qui pourrez l'acheter. Ça va essentiellement être des investisseurs institutionnels qui vont investir directement auprès de cette société émettrice de nouveaux titres. Voilà, cette société, elle arrive, elle dit j'ai besoin d'argent, voilà, j'ai besoin de flouze, voilà, bim, hop, j'ouvre mon capital. Qui veut investir? Donc les gros investisseurs institutionnels vont investir directement auprès de cette société. Et ensuite, ces nouveaux titres-là qui ont été émis, donc grâce à ces nouveaux titres, la société a augmenté son capital.
va être émise sur le marché dit secondaire, le marché dit de l'occasion, entre guillemets. C'est vraiment la bourse comme on la connaît, comme tout le monde la connaît, voilà. Ça a été le cas il y a 1 an pour la FDJ, ouais, on va en reparler de la FDJ. Et donc le marché secondaire, il est ensuite ouvert aux épargnants particuliers, aux professionnels, voilà. Il est ouvert à tout le monde, hein, ensuite ce marché de l'occasion. Et là, sur le marché secondaire, c'est le marché secondaire, c'est le vrai terme, hein, la société émettrice, elle ne va plus intervenir. C'est-à-dire que Facebook, dès lors que les titres ont été distribués sur le marché primaire, ensuite, la valeur de ces titres, la société émettrice, en l'occurrence la Facebook que je vous ai donné comme exemple, n'interviendra plus du tout dans la valeur de ces titres. Donc si Facebook ou FDJ à l'époque, il y a 1 an, ou Airbnb, peu importe, décide d'ouvrir, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, d'émettre 1000 actions à 10 euros, ça fait donc 10 000 euros, donc c'est absolument ridicule hein, pour ces sociétés-là, mais ça va être l'exemple le plus basique. Ces 1000 nouveaux titres à 10 euros ont été émis. Encore une fois, c'est vraiment des chiffres très petits, hein, c'est pas ça la réalité. Hein. Ensuite, les gens qui ont acheté sur le marché primaire ces titres à 10 euros, ils peuvent ensuite le revendre hein, sur le marché secondaire. Et c'est ça qui va jouer ensuite la loi de l'offre et de la demande. Et s'ils veulent le revendre à 100 euros ou à 200 euros, ils font ce qu'ils veulent. Facebook n'a plus son mot à dire. Elle a émis ses titres à la valeur qu'elle avait jugée intéressante pour elle. Et voilà. La fonction première de la bourse est donc aux investisseurs d'acheter et de vendre des titres sur le marché secondaire. Okay, donc c'est ça qu'on va voir. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Un marché liquide, c'est un marché sur lequel a lieu... comment je peux vous expliquer ça un marché qu'on dit liquide, c'est un marché où il y a beaucoup de transactions. Ça permet d'avoir la garantie de pouvoir acheter et vendre très facilement. Voilà. Mais c'est comme le marché que vous allez le samedi matin. Il y a beaucoup de transactions sur un marché. Vous pouvez acheter vos tomates sans aucun problème le samedi matin quand vous allez au marché parce qu'il n'y a pas juste un seul vendeur de tomates. Il y en a... Merci Cécile, 6e mois, merci beaucoup. Les échanges sont effectivement fluides et sont très faciles. Voilà, si un jour vous allez faire votre marché le samedi matin et qu'il n'y a qu'un mec qui vend des tomates, eh ben vous allez être embêté. Là, on ne peut pas parler d'un marché dit liquide parce que vos tomates, vous allez devoir faire 2 heures de queue pour les acheter, ça va vous saouler et vous achèterez probablement pas de tomates. Donc, ce qui fait la beauté de la bourse, j'allais dire, l'intérêt de la bourse, c'est qu'il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de ventes et beaucoup d'achats. Tout se fait très facilement et tout est garanti. Honnêtement, il y a vraiment cette garantie de pouvoir acheter et vendre très facilement parce que c'est très liquide. Ok ? Rita, t'inquiète pas, même si tu connais absolument rien, tu vas l'apprendre. Donc là, on a parlé de la bourse, de cette place de marché. Ensuite, on achète des choses. Donc là, on va se concentrer sur les actions. Qu'est-ce qu'une action ? Une action, c'est un titre de propriété. Vous devenez propriétaire d'une partie d'une société. Voilà. Donc vous allez acheter une action de Facebook. Ça ne veut pas dire que vous allez être propriétaire de 1% de Facebook. Hein, parce que ça voudrait dire là qu'il y a donc uniquement 100 actions Facebook qui sont échangées dans le monde. Bah non, parce que si vous êtes propriétaire de 1% de Facebook, vous êtes déjà très très riche, sachez-le. Hein. Non, vous achetez une action, 10 actions ou 100 actions, vous restez un micro-propriétaire, un nano-propriétaire, voilà, vraiment, hein, parce que ceux qui détiennent la plus grosse part de capital d'une entreprise, c'est évidemment ceux qui ont créé l'entreprise, hein, voilà, bien évidemment, ou ceux qui l'ont racheté. Voilà, et puis aussi les investisseurs institutionnels, comme je vous l'ai dit. Les États détiennent des grosses parties de capitaux dans beaucoup de sociétés, et c'est normal, c'est parce que c'est les États qui ont le plus d'argent. Je pense que la France a plus d'argent que toi qui nous regardes actuellement. Même si tu es millionnaire, la France aura toujours plus d'argent que toi, les États-Unis aussi, l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est un point essentiel à avoir en tête. Donc une action, elle est émise par une société de capitaux qui a besoin de se financer. Donc détenir une action, c'est détenir une partie de ce capital. Elle va donc ouvrir des droits aux actionnaires. Dès lors qu'on est actionnaire, peu importe si on a une action ou 50 000 actions, on a le droit de voter aux assemblées générales des actionnaires. Okay ? Et on a aussi le droit de percevoir une rémunération qu'on appelle le dividende.
Ça, c'est autre chose parce que toutes les sociétés ne distribuent pas des dividendes. Il y a aussi des sociétés qui décident de garder leurs bénéfices et de le réinvestir dans la recherche, le développement, ou également de garder le bénéfice pour le mettre de côté en provisionnement pour les années futures. Est-ce que les années futures, mon activité sera aussi rentable? Je ne sais pas. Et voilà, avec le Covid, on ne sait jamais maintenant tout ça. Donc il y a des sociétés qui décident de ne pas distribuer de dividendes à leurs actionnaires et de le garder en provisionnement pour les années futures. Donc ça, je pense que vous avez déjà tous entendu ça. Dites-le moi dans le chat là. Cette fameuse rémunération des actionnaires, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, mais en mal. N'hésitez pas à le dire. On entend souvent certains hommes politiques dire les riches actionnaires ont reçu des dividendes de la part de Orange ou je ne sais pas quelle société, mais en attendant, ils ont fermé une usine à Dunkerque et on a supprimé 200 emplois. Comment peut-on supprimer 200 emplois à Dunkerque tout en rémunérant les riches actionnaires? Donc ça veut dire que la société dégage des bénéfices et est donc rentable. Pourquoi est-ce que l'on ferme cette usine et qu'on décide de rémunérer les actionnaires? Voilà, ça je pense que tout le monde l'a déjà entendu, non? Oui, Caro, Caro, t'es de mon avis, ok Caro. Bon, je vais être de ton avis Caro, vous allez voir. Ok. Voilà, ça c'est un discours qu'on entend très souvent, très souvent. Bon, je ne vais pas faire de politique ici, mais moi je vous ai déjà dit, je me considère autant à gauche qu'à droite. Je n'ai pas un plus fort penchant à gauche, plus fort penchant à droite, mais ce qui va me déranger, c'est que ceux qui ont un très fort penchant à gauche vont avoir des idées très arrêtées sur certains sujets, notamment les sujets très sociétaux et liés à l'argent, au social, etc. Et ceux qui sont très à droite vont être très arrêtés sur des sujets liés à l'immigration, à la sécurité, etc. Et c'est ça qui me dérange, moi, c'est que ceux qui sont très ancrés quelque part, ils sont souvent très ancrés dans certains sujets, et donc ils sont un peu cons, en fait, tout simplement, parce que le mec qui est très ancré à droite va être persuadé que tous les Noirs, voilà, il faut les évincer de la France. Et que les pauvres, et que tous les pauvres, et qu'on devrait tuer tous les pauvres, et j'exagère, hein, et ceux qui sont très ancrés à gauche considèrent qu'il faudrait tuer tous les riches, et que si on ferme une usine alors qu'une entreprise dégage des bénéfices, c'est choquant, c'est honteux, et que les actionnaires sont des riches, et que... Bon, bref. Voilà, donc c'est très énervant. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mes idées des deux côtés. Je suis à la fois de gauche et de droite. Avoir des idées arrêtées, c'est être un peu con, elle dit Cécile. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est ça. Effectivement. Donc, et pour revenir sur cette notion d'actionnariat, donc effectivement, des fois, il y a des sociétés qui ferment des usines. Encore, très souvent, on l'entend en France, hein, qui ferment des usines parce que elles considèrent ne pas être suffisamment rentables. Enfin, elles considèrent que cette usine n'est pas suffisamment rentable, mais en même temps, elles versent ensuite des dividendes aux actionnaires. Donc les actionnaires, ça peut être vous, moi, c'est également l'État français ou l'État allemand, peu importe, hein, les États. Et ça peut être aussi votre mère, votre sœur, et ça peut être aussi des investisseurs, comme on l'a vu tout à l'heure, dits professionnels, donc, dont c'est vraiment le métier, qui travaillent, eux, pour des grands gestionnaires d'actifs, gestionnaires de fonds, etc. Donc ça, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais... pourquoi est-ce que certaines sociétés décident des fois de supprimer des emplois? C'est triste de supprimer des emplois, tout en continuant à rémunérer les actionnaires. Tout simplement parce que, déjà, s'il n'y avait pas d'actionnaires, s'il n'y avait pas de gens qui investissaient dans cette société-là aurait déjà moins de capitaux. Avoir plus de capitaux permet à une société d'investir dans la recherche, dans le développement, d'ouvrir des nouvelles usines, de créer des nouveaux produits, de rémunérer les gens. Des fois, effectivement, les sociétés vont se dire « cette usine-là me coûte plus d'argent qu'elle ne m'en rapporte, donc il faut que je la ferme ». Mais en même temps, elle va décider de remercier les actionnaires qui achètent donc des actions, qui achètent donc une part de cette société, qui sont donc propriétaires d'une partie de cette société, et donc tout simplement
ils décident de les rémunérer, déjà pour les remercier de leur investissement, d'avoir pris le risque d'investir 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros dans cette société-là. Ça leur a permis donc d'avoir 10, 100 000, 10 000, 1 million d'euros de capital en plus. Donc, ils décident de dire merci à ces actionnaires-là. Mais le raccourci est souvent très rapidement fait par certains politiciens en disant les actionnaires sont des riches qui n'ont donc pas besoin d'argent, on les rémunère pour leur dire merci et pour leur cirer les pompes et pour machin, alors que déjà ils sont riches et qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Et à côté de ça, on supprime l'emploi de pauvres petits salariés qui n'ont rien demandé. La réalité est bien plus compliquée que ça, comme l'a dit Cécile, effectivement. Et c'est vraiment dommage qu'en 2021, je cherchais quelle année on était, il y ait encore des politiciens instruits qui fassent ce type de raccourci-là en opposant les riches et les pauvres, alors que non. Il y a des actionnaires qui sont, c'est moi, toi, n'importe qui. On peut des fois se dire, bah, tiens, pourquoi j'investirais pas 350 euros dans cette société-là? Alors, chaque année, ça ne me rapportera pas des masses en dividendes, ça te rapportera peut-être 1 ou 2 euros par an. Donc en soi, ça ne va rien changer, hein, la vie. Mais il y a aussi des gens, peut-être, qui vont avoir un petit peu plus de revenus et qui vont se dire, bah, j'investirais bien 2 000 euros, 10 000 euros, bref, peu importe. Et donc ces gens-là, ils ont aussi besoin d'avoir un rendement après sur leur investissement. Qui investirait 10 000 euros dans une société en lui disant « Tiens, regarde, je crois en toi, je crois en ton potentiel futur, et je sais que tu vas réussir à nous proposer des produits de malade ou des services de malade », qui investirait 10 000 euros dans une société pour avoir en retour zéro? Personne. Alors oui, vous me direz, mais non, mais la bourse, c'est pas ça. La bourse, c'est t'investis 10 000 euros, certes, t'achètes 10 000 euros d'actions, mais ensuite tu les revends 20 000 euros plus tard. Oui, mais pas que. Il y a aussi, parce que quand tu les revends 20 000 euros plus tard, c'est pas la société dans laquelle tu as investi qui va te permettre d'avoir ce rendement, cette rentabilité-là. Non, c'est juste le marché secondaire de l'offre et de la demande. Donc ça n'a plus rien à voir. La société n'intervient même pas là-dedans, dans la plus-value ou dans la moins-value que tu vas faire sur la revente de ton action. Non, la société, elle intervient uniquement dans le versement des dividendes. Donc, je considère, moi, qu'une société qui va permettre aux gens qui investissent d'avoir une petite rentabilité, de lui reverser quelque chose, c'est très important. Au même titre que les salariés doivent, et ça se fait de plus en plus, maintenant, les salariés, ils ont des primes qu'on appelle primes d'intéressement ou primes de... Ah mince, le mot m'échappe là. Il y a 2 types de primes dans une société, prime d'intéressement et prime de participation. Voilà. Merci Cora. Au même titre qu'un salarié, maintenant, il a des primes. Ça se fait de plus en plus, c'est de plus en plus courant. Pourquoi? Parce qu'on le paye, tout travail mérite salaire, donc il a son salaire, son 13e mois, ses avantages, tous les avantages d'un salarié, mais il a aussi ce qu'on appelle ces fameuses primes, qui sont là pour le remercier de son investissement en tant que personne physique qui permet à la société de dégager des bénéfices. Donc on reverse une partie de ces bénéfices au salarié, mais aussi à l'actionnaire qui lui a pris des risques financiers. Il n'a pas transpiré, il n'a pas physiquement participé, il n'a pas créé la confiture, le Nutella ou machin, mais il a donné l'argent, il a pris des risques psychologiques aussi pour donner un petit peu plus d'argent à la société. Voilà, c'est de la même façon que, effectivement, c'est le même principe que le crowdfunding, sauf que le crowdfunding, c'est un peu le même système, sauf que effectivement, la bourse n'intervient pas, mais tu aides une société, et cette société, si tu l'aides à hauteur de 1000 ou de 2000 ou de 10 000 euros, tu as quand même aussi envie que cette société elle te donne quelque chose. Donc soit elle te donne des produits, fromage de chèvre, du miel, peu importe, ou soit elle te redonne ton argent, ton capital avec des intérêts. Voilà, ça on en avait déjà parlé du crowdfunding. Voilà. Il y a Curly qui dit « Nous, on investit tous les mois chez Juliana et Julien, ils nous reversent des super lives en dividendes. » Ouais, si tu veux. C'est pas exactement le même principe, mais ouais, si tu veux. Ouais. Voilà, ouais. Il y a Caro qui dit... Aussi, pour revenir sur les sociétés qui versent des dividendes, elle dit aussi que si les sociétés ne versaient pas de dividendes à leurs actionnaires, ils envoient un signal
de non-fiabilité et un petit signal de faiblesse aussi. Et donc ensuite, si tu montres à tes actionnaires, ça a été le cas de Orange là, cette année, je crois, qui a drastiquement baissé ses dividendes. Et donc, les investisseurs, ils se sont dit, mais c'est pas une société du coup qui est super fiable, qui j'ai pas vraiment confiance en cette société-là. Parce que moi, en tant qu'actionnaire, j'investis mon argent. J'ai aussi envie que cette société fasse des bénéfices, soit rentable, et puis me reverse une micro-partie, une nano-partie de bénéfices. Hein. Si une société, du jour au lendemain, elle décide de ne plus verser de dividendes parce qu'on a en même temps fermé une usine et que tout le monde crie, etc., ben là, elle est foutue. Elle pourra effectivement, comme le dit Caro, elle aura beaucoup de difficultés à se capitaliser par la suite. Les gens n'auront plus confiance en cette société-là. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, on en arrive à des situations où on peut fermer une usine tout en continuant à verser des dividendes. Ça fait pas, c'est pas du tout un cadeau qu'on fait aux riches. Voilà, hein. Donc c'était le... J'espère que je vous ai appris quelque chose là, parce que malheureusement, c'est... Voilà, malheureusement... comment peut-on savoir si on investit sur une société stable? C'est un peu quitte ou double. Alors non, pas du tout, tu vas le voir juste après. Je vais vous montrer que la bourse, ce n'est pas le casino et ce n'est pas quitte ou double non plus. Ok. Donc cette action, je vous disais, elle vous donne droit de voter, elle vous donne droit d'avoir une rémunération comme les dividendes, et vous pouvez également la revendre effectivement en réalisant une plus-value ou une moins-value si vous êtes peut-être moins bon et que vous n'avez pas vendu au moment opportun. Voilà. Donc c'est un peu qu'est-ce que c'est qu'une action. Ok. Ensuite, comment on va investir en bourse? Alors, attention, vous avez deux moyens principaux. Donc il faut déjà investir. Mais avec plaisir pour les explications, on va investir via le PEA, le plan épargne action, que vous pouvez ouvrir n'importe où, dans votre banque, etc. C'est quelque chose qui est assez commun maintenant. Il y a très souvent des conseillers bancaires qui vous parlent du PEA. Est-ce que vous avez jamais entendu parler du PEA, plan épargne action? C'est possible, hein, mais dans ce cas-là, peut-être que votre conseiller n'a aucune relation avec vous, ou est peut-être mauvais, ou n'est pas suffisamment bon commercial, parce que normalement le PEA, je pense que tout le monde a au moins une fois entendu parler de ça. Tiens, vous voulez pas ouvrir un PEA, etc. Non? Est-ce que vraiment vous avez jamais entendu ce terme? Dites-le moi. Hein. Tu vois, je vous dis dites-le moi, comme ça j'ai le temps de boire de l'eau. Mais c'est con parce que vu qu'il y a un décalage sur le chat, voilà. Ouais, souvent c'est ça, on te dit d'ouvrir un PEA pour faire date, effectivement. C'est un peu comme les assurances vie aussi. Donc un PEA, ça permet, ces plans d'épargne action, ça vous permet d'investir. Donc vous avez vu ces plans épargne action. Hein. Donc il y a quand même le mot épargne là-dedans, hein, parce que investir en bourse, c'est se créer une épargne, se constituer une épargne. C'est pas jouer au casino, mais on va y revenir. Il y a des conseillers bancaires ici. Coralie, t'es là? Ah, t'es conseiller? Dis-moi à quelle banque tu travailles, parce que moi j'adore les conseillers bancaires. J'adore vous mettre des petits coups de pique comme ça. Parce que dans ma vie, je suis tombé sur un bon conseiller bancaire, hein. Un seul. Pourtant, j'en ai vu des conseillers. Hein. Un seul, mais ils sont tous assez mauvais. Crédit Agricole en Lorraine, ok, on embrasse le Crédit Agricole. C'est une banque que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais on embrasse le Crédit Agricole de Lorraine, et si jamais vous avez Coralie en face de vous, je pense qu'elle est bonne, ok? Enfin, au niveau de ses conseils, bien évidemment. Hein, non, je ne la connais pas, mais voilà. Alors, donc ça permet d'investir le PEA dans des sociétés dont le siège social est situé dans l'Union européenne. C'est très intéressant fiscalement, et il y a plein d'avantages d'investir dans le PEA. Donc si vous voulez investir en bourse, il faudra passer par le PEA, plan d'épargne action. Vous pouvez également passer par ce qu'on appelle un compte titre. Un compte titre, ça vous permet d'investir dans tout le reste, tout simplement, les actions américaines et asiatiques, dans plein d'autres choses. Voilà. Via le PEA, vous pouvez aussi investir dans beaucoup de choses, mais ça va être centré sur l'Union européenne. Ça laisse déjà beaucoup le champ d'investissement est extrêmement large. Et même, vous pouvez même investir dans Amazon ou Facebook via le PEA, parce qu'il y a
des produits financiers qui ont été créés, qui reproduisent un peu qui reproduisent tout simple ce qu'on appelle les ETF, ça reproduit la variation à la hausse ou à la baisse de tout type d'action. Donc en ayant uniquement un PEA, vous pouvez quasiment tout faire. Mais si vous voulez vraiment être propriétaire d'une petite partie de la société Amazon, Facebook ou Airbnb, il va falloir passer par un compte titre. Ok. Ensuite, il y a également quelque chose qui s'appelle le PEA-PME, qui est pas mal, dont souvent les spécialistes le mettent souvent en avant, ils en parlent souvent. Bon, ça permet d'investir dans des sociétés plus petites. Une PME, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, petites, moyennes entreprises. Et ça vous permet aussi d'investir dans les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Voilà. Ça a des intérêts aussi, le PEA-PME, mais voilà, retenez ça. Je vous ai pas dit au début du live, mince, c'est dommage, bon, c'est beaucoup trop tard, mais prenez des notes avec un stylo et un papier. Parce que quand c'est des sujets comme ça, c'est important de prendre des notes, mais vous avez toujours aussi le replay que vous pouvez vous refaire une deuxième fois en prenant des notes cette fois-ci. Ok. Comment investir en bourse? Donc là, je vous ai listé les moyens principaux. Ensuite, je vais parler de où investir en bourse. Alors déjà, ne le faites pas dans votre banque traditionnelle. Alors désolé, Crédit Agricole de Lorraine, Cora, désolé, mais voilà, ne le faites pas via votre banque traditionnelle, car les banques traditionnelles prennent beaucoup de frais. Voilà, que ce soit Société Générale, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'épargne, BNP Paribas, quel autre type de banque on peut citer, Crédit Mutuel, enfin bref. Toutes les banques dites traditionnelles prennent beaucoup trop de frais. Ils prennent plus de frais que tous les autres acteurs du marché que je vais vous citer juste après. Certaines banques traditionnelles même prélèvent des frais pour un genre de loyer annuel, voilà, de frais de gestion annuels, je ne sais pas quoi. Certaines banques aussi prélèvent des frais de de dormance. En gros, si tu fais rien sur ton PEA, si tu ne vends pas, que tu n'achètes pas dans l'année, s'il n'y a pas suffisamment de mouvement, il va y avoir des frais comme ça de garde. Voilà, des frais de garde, voilà, c'est ça, merci Coralie. Bref, Coralie a dit, j'avoue, je ne passe pas par la banque. Voilà. Si même un conseiller bancaire ne passe pas par sa propre banque, non mais moi perso, j'avais regardé ma banque combien elle me taxait, j'avais appelé mon conseiller, je lui avais dit mais c'est les vrais tarifs là? Je lui ai dit honnêtement, c'est les vrais tarifs là, sans déconner. Il prenait, je crois, par échange, si je voulais vendre une action ou acheter une action, il prenait, je crois, 3 euros. 3 euros, je crois. Je me dis, mais sérieusement? Si je fais 10 échanges, ça me coûte 30 euros. T'imagines? Si je fais 100 échanges, ça me coûte 300 euros. Et je dis quand même, sans compter les frais de garde et les frais effectivement, d'espèces de trucs bizarres là. Donc non, j'ai dit non, mais ça va pas ou quoi? Non, merci. Donc, il faut passer par qui? Donc, je vais vous conseiller, si vous n'avez pas de PEA, déjà d'ouvrir votre PEA. Ouvrez-le directement auprès d'une banque en ligne. Bienvenue à toi, nouveaux followers. Bienvenue à toi, Spliff. Vous passez par une banque en ligne pour ouvrir votre PEA. Vous pouvez aussi transférer votre PEA. Si vous avez votre PEA qui est dans votre banque traditionnelle, vous pouvez le transférer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il y a des papiers à remplir, etc. Un petit dossier de quelques pages à envoyer. Ça se fait, mais voilà. Donc les banques en ligne, on va en citer certaines. Vous avez Fortunéo, Boursorama Bank, Before Bank. Il y a qui encore j'ai pas d'autres qui viennent en tête. Et vous avez aussi des spécialistes. Donc là, je vais vous citer Bourse Direct. Je vais vous citer Saxo Bank. L'ancien nom de Saxo Bank, c'était Bink, B-I-N-K. Et je vais vous citer aussi Degirou. Degirou qui n'est pas français, mais qui est quand même pas mal. Qui propose par contre pas de PEA sur Degirou. Vous avez uniquement le compte titre. Ensuite, vous avez d'autres acteurs qui font beaucoup de publicité. Là, en ce moment, on se plus avec Roland Garros et la Coupe du Monde de foot, ils n'arrêtent pas. C'est eToro.
Ah, moi, je suis pas fan de tous ces acteurs qui proposent zéro frais, tout simplement. Je suis pas fan des gens qui proposent tout gratuitement. Moi. Les gens qui proposent tout gratuitement, c'est souvent des gens qui vont cibler les jeunes. Et malheureusement, la bourse, enfin, c'est pas la bourse qui a touché ces jeunes-là, c'est ces jeunes-là qui ont été influencés par des influenceurs véreux, qui sont donc allés en bourse en passant vers tous ces acteurs comme eToro et d'autres qui proposent des choses gratuites à zéro. Mais rien n'est gratuit dans ce monde et tu ne peux pas demander pour quelque chose d'aussi sérieux que la bourse d'avoir tout gratuitement. Non. Voilà. Donc, effectivement, il faut comparer, comme le dit Caro, aussi les services proposés. C'est pas parce que c'est moins cher des fois que c'est mieux, mais là, tous ceux que je vous ai cités restent quand même pas mal. Voilà, c'est à vous de faire votre choix. Là, vous ferez votre choix cette année, dans 10 ans ou demain, comme vous voulez. Quelques sites aussi que je peux vous conseiller pour votre petite lecture personnelle concernant la bourse, mais concernant tous les investissements. Hein, vraiment tout. Hein. C'est des sites que moi je lis depuis des années. Vous avez Café de la Bourse, qui est très intéressant. Là, on se centre sur la bourse. Hein. Donc, je ne vais pas vous parler de tous les sites que je lis concernant l'immobilier, les SCPI et tout ça. Mais pour la bourse, vous avez Café de la Bourse, qui est très accessible, très facile à lire. Vous avez un site internet comme Zone Bourse, qui est par contre, lui, beaucoup plus difficile à lire. Faut pas y aller dès le départ, Zone Bourse. Hein. Vous avez tout simplement le site de BFM Bourse, qui est très bien, BFM Business, BFM Bourse. Vous avez un site internet qui s'appelle Net Investissement, qui est pas mal aussi, qui parle des investissements dans leur ensemble. Après, ils ont une chaîne YouTube, ils font des vidéos, etc. Donc c'est pas mal. Pour les débutants, c'est bien, c'est assez simple à comprendre. Il y a un magazine qui s'appelle Le Revenu aussi, qui est assez facile à lire, que vous trouvez sur Internet, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est les petites sources que je peux vous conseiller. Before Bank, tu en penses quoi? J'en pense pas mieux ou pas pire que tous ceux que je vous ai cités. Je vous dirai jamais chez qui aller. Jamais. Hein. Vraiment, je vous dis, la plupart des banques en ligne sont correctes. Et ensuite, tous ceux que je vous ai cités juste avant. Voilà. Après, vous avez toujours des comparatifs à droite et à gauche. Mais je vous invite vraiment à... Voilà, si vous écoutez ce live pour la première fois, là, c'est une première approche de la bourse. Ensuite, vous allez voir un petit peu toutes les petites choses que je vous ai citées là juste avant. Et puis, on en reparlera aussi. Et au fur et à mesure, vous ferez vous-même votre avis. Et vous ferez vous-même votre choix. De même que pour l'assurance vie, je vous en conseille toujours 2 ou 3. Je ne vous dis pas d'aller vers ces 2 ou 3 là. Vous faites encore une fois ce que vous voulez. Et si vous avez envie d'ouvrir votre PEA dans une banque traditionnelle, vous pouvez le faire. Y a Axou qui dit « J'ai pas compris ce que veut dire ouvrir un PEA pour faire date. » Écoute, pour être honnête avec toi, moi j'ai ouvert un PEA pour faire date il y a très longtemps et je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai fait à l'époque et je ne me suis jamais vraiment du coup posé la question maintenant. Mais juste mon PEA il est ouvert. Je sais que pour l'assurance vie, on dit aussi la même chose, ouvrir son assurance vie pour faire date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une assurance vie, sur les 8 premières années, si tu décides de la fermer ou de retirer une partie des fonds que tu as placés, tu vas être fiscalement taxé sur les bénéfices, enfin les intérêts que tu vas avoir touchés sur ces 8 ans. Ok? C'est pour ça que pour l'assurance vie, on dit faire date. Et le PEA, c'est probablement la même chose. Voilà, c'est une question fiscale. Ce qu'elle dit, Cora, c'est ça. C'est pareil, c'est une question fiscale. Après, je ne sais pas exactement quelles sont les règles en matière fiscale. Mais quand un conseiller te dit ouvrez ça pour faire date, honnêtement, il faut mieux le faire parce que ça te coûte rien de le faire. C'est ouvert, ça te coûte rien. Hein. Ouvrir un PEA n'est pas payant. Hein. Encore une fois, hein. Une banque traditionnelle ou une banque en ligne, personne ne va te dire l'ouverture de votre PEA ou de peu importe, va vous coûter 30 euros. Hein. Non, c'est jamais payant une ouverture de compte ou une ouverture de livret. Hein. Voilà. On est imposé sur les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Ouais, effectivement, ouais, exactement. Ouais. Ouais, on est tout le monde. 17,2%, c'est vraiment le minimum de taxes en France. Hein.
C'est les fameux 17,2% qui augmentent à chaque présidentielle, je crois. Et ces 17,2%, c'est très peu, hein, c'est très peu. C'est encore une fois sur les bénéfices, hein. Donc si tu as placé 1000 euros, si tu as investi 1000 euros et que tu as dégagé 10 euros de bénéfices, et que tu vas être prélevé à hauteur de 17,2% de 10 euros, donc c'est-à-dire tu vas être prélevé 1,72 €. Voilà. Donc c'est pas énorme. Voilà, c'est comme les revenus immobiliers et comme n'importe quoi, hein, comme ton salaire, c'est pareil, hein. Ton salaire, tu as ton salaire net et ton salaire brut. La différence entre ton net et ton brut, c'est notamment tout ce qui est prélèvements sociaux, hein, sécurité sociale, tout ça. Tout ça. Donc 17,2% en soi, c'est pas énorme. Mais là, on va pas parler de la fiscalité de la bourse parce que c'est trop compliqué pour commencer. Une petite question qu'on m'a posée. Est-ce qu'il faut être riche pour investir en bourse? Est-ce qu'il faut avoir une somme minimum à investir? Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'il faut être riche pour investir en bourse? Dites-le moi dans le chat, tant que je boive de l'eau. Ceux qui s'y connaissent, bien évidemment, vont dire que non. Rita, elle dit que oui. Oui, oui, oui. Bon, ben Rita, t'as le droit de dire oui, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la bourse, c'est quelque chose de riche, effectivement. Non, tu peux investir en bourse à partir de quelques dizaines d'euros, hein. Tu peux investir en bourse, t'as pas besoin d'investir 1000 euros en bourse, hein. Si tu veux, tu peux investir 10 euros. Bon, ça aura que très peu d'intérêt parce que ça te rapportera peu d'argent. Mais si tu décides de placer 10 euros en bourse, bon, personne ne fait ça, hein. On va partir plutôt sur une somme de 100 euros. Voilà, 100 euros, ça va être en gros le minimum. Voilà. Si tu places 100 euros en bourse, ça te rapportera déjà plus que 100 euros que tu vas mettre sur ton livret A. Voilà, ok. Donc, tu n'as pas besoin d'être riche pour investir en bourse, pas du tout, ok. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on touche un petit peu d'argent, mais là, on veut s'y mettre vraiment. Donc, effectivement, quand tu commences en bourse, généralement, tu gagnes peu d'argent. Parce que tout simplement tu vas y consacrer peu de temps et tu vas avoir peu d'épargne à y placer. Ensuite, au fur et à mesure, tu vas peut-être te dire, allez, on va placer un petit peu plus. Le pourcentage de ton patrimoine que tu vas accorder à la bourse sera plus important au fur et à mesure que tu vas devenir aguerri, tout simplement. Mais n'importe qui peut investir en bourse, hein. Il vaut mieux investir beaucoup d'argent sur une seule action, donc là je lis les questions, hein, ou des petites sommes sur plusieurs actions. Il faut investir des petites sommes, pas forcément des petites sommes, mais il faut investir sur plusieurs actions. Voilà, ça c'est la règle à savoir. On ne se concentre pas uniquement sur une seule société. Voilà, d'accord? Très très important. Il faut investir régulièrement, comme le dit Caro. Il ne faut pas investir uniquement en janvier 2021 et ensuite tu fais plus rien pendant 10 ans. Non, tu investis régulièrement et tu investis des petites sommes, donc régulièrement. Tu ne vas pas investir 1000 euros tous les mois, sauf si tu as les moyens, tant mieux pour toi et bravo à toi. Mais tu investis donc des sommes régulièrement et sur différentes actions. Ça s'appelle la diversification du portefeuille boursier, mais de façon générale, c'est ce que je vous conseille tout le temps, c'est de diversifier vos épargnes. Si vous avez toute votre épargne sur votre assurance vie, ce n'est pas le meilleur plan. De même que si vous avez toute votre épargne sur votre livret A ou sur votre compte courant, ce n'est pas non plus le meilleur plan. Ce n'est pas risqué du tout, mais ça ne vous rapporte rien. Donc, la diversification est essentielle. Et dès lors qu'on va commencer à partir sur des investissements dits un peu plus risqués, même si on va voir que la bourse n'est pas du tout risquée, je vais vous expliquer ça après, il faut diversifier. Voilà. Dès lors que tu t'intéresses un petit peu à ton argent, tu ne vas pas tout au même endroit. Tu ne mets pas tout au même endroit. Tu vas faire un peu de bourse, un peu d'immobilier, un peu d'immobilier physique ou de SCPI, de l'assurance vie. Tu vas investir en bourse en direct via ton PEA, mais tu peux aussi investir en bourse de façon un peu plus facile via ton assurance vie et les unités de compte. Voilà. Tout ça, c'est des choses à retenir. Mais la première chose à retenir, c'est la diversification. Rita, je t'invite, Rita, à regarder tous les lives argent où j'ai détaillé beaucoup de choses. Sur YouTube, sur la chaîne Juliana et Julien, tu as une playlist qui s'appelle les lives argent, tout simplement.
Et là, il y en a beaucoup. Regarde-les tous en fond. Tu mets un fond sonore quand tu fais la vaisselle, le ménage, dans ton jardin, sur ton balcon. Tu les écoutes tranquillement et tu verras qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses et ça répondra à beaucoup de questions. À quelle fréquence faut-il s'en occuper? J'ai l'impression que la bourse est quelque chose qui demande beaucoup de temps et que donc uniquement les professionnels peuvent investir en bourse de façon rentable. Sous-entendu, j'imagine que sous-entendu ce qu'elle voulait dire dans sa question, c'est qu'en tant que particulier, investir en bourse demande trop de temps et que donc logiquement un particulier n'a pas le temps d'un professionnel parce qu'on a tous un travail, des enfants, des loisirs, bref une vie. Et que donc, investir en bourse, on n'a pas le temps, c'est pas fait pour nous. À quelle fréquence faut-il s'en occuper? Ça va dépendre de quelle est la rentabilité que tu as envie d'avoir. Et ça dépend aussi de ton profil d'investisseur. Et ça va dépendre aussi de la somme, bien évidemment, que tu es prêt à investir en bourse. Donc, certains consacrent beaucoup de temps à la bourse. Et certains, beaucoup de temps, c'est-à-dire ils y vont vraiment tous les jours. On va revenir ensuite sur les différents profils d'investisseurs, vous allez voir ça. Et il y en a ensuite qui consacrent très peu de temps à la bourse, qui regardent ça de temps en temps, une fois par mois, vraiment de temps en temps, un peu en dilettante, et ça leur va très bien comme ça. Voilà, vraiment. Peut-on devenir professionnel sans passer par une formation professionnelle? Alors là, Curly, j'en ai aucune idée. Mais je pense que les traders professionnels, ceux qui travaillent pour les gros gestionnaires de fonds, etc., c'est quand même des mecs qui sont ultra calés. Et je pense qu'il y a... Mais après, il y a un film comme À la recherche du bonheur, je crois, où il devient... Non, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith, il est magnifique. C'est un tueur, le mec. Enfin, un tueur, c'est un acteur de fou. Où il a les larmes aux yeux dans le bureau. C'est À la recherche du bonheur? Ou c'est l'autre? Parce qu'à la recherche du bonheur, c'est le truc où il vend des photocopieurs à la pourrie, là. Et en fait, au fond de lui-même, il est trader. Enfin, il s'y connaît énormément. C'est ça, hein, c'est À la recherche du bonheur. Il est magnifique, ce film. Et donc, Will Smith n'est absolument pas trader professionnel, mais c'est juste, il s'y connaît, je crois. Enfin, je me rappelle plus trop de l'histoire. Et bref, il arrive à avoir ce boulot-là. Je me rappelle plus de l'histoire, mais... Non, c'est ça ou pas? Je suis en train de me mélanger les cerveaux. Mais bon, apparemment, c'est ça. Mais voilà. Donc, oui, bah, après, il faut les relations, hein, mais je vois pas trop l'intérêt d'être trader professionnel, parce que là, ça voudrait donc dire que, honnêtement, tu fais que ça, tu fais vraiment que ça, et donc tu vas travailler, tu vas être donc employé par d'autres personnes. Moi, je vois pas trop l'intérêt, parce que tu peux être aussi professionnel, mais tout en restant particulier, hein. Tu peux gérer ton portefeuille boursier comme un professionnel, mais juste pour toi. Voilà. Alors que les traders professionnels, eux, ils gèrent le portefeuille boursier d'autres personnes aussi. Ils vont gérer le portefeuille boursier d'un fonds de gestion qui va gérer plein de trucs. Ils vont gérer le portefeuille de gros clients. Les professionnels, vraiment, c'est un métier à part, hein. Ils gèrent pas. Ouais, donc ils gèrent pas leur portefeuille à eux en fait. Tu vois. Donc en gros, si tu es un particulier, tu peux tout simplement gérer ton portefeuille perso, mais comme un pro. Voilà, tu peux largement le faire. Mais il faut du temps par contre. Là, il faut quand même s'en occuper, hein. Oui, tu peux t'en occuper. Il y en a qui sont rentiers de la bourse, hein. Tout comme il y en a qui sont rentiers de l'immobilier, il y en a qui sont rentiers de la bourse. Alors là aussi, petite parenthèse pour revenir sur sur ce que je disais tout à l'heure sur les actionnaires, les riches, les pauvres, la gauche, la droite. Il y a aussi des gens qui considèrent que les gens qui sont rentiers de l'immobilier sont des gens qui sont riches de base, qui ont hérité, donc qui sont fils d'eux ou filles d'eux, et qui donc ne font rien de leur vie. Parce que être rentier, ça veut dire, entre guillemets, vivre des revenus de tes investissements. Voilà, si on peut simplifier ça. Donc être rentier de l'immobilier, ça veut dire donc vivre de tes revenus locatifs. Mais moi, j'appelle pas ça être rentier de l'immobilier. J'appelle ça être investisseur immobilier. Être chef d'entreprise d'un parc immobilier que tu as créé ou que tu as hérité d'eux, mais peu importe. Mais tu le gères. Tu gères tes 3, 4, 5, 6, 10 appartements. Il y en a qui appellent ça des rentiers de l'immobilier. Moi, j'aime pas ce mot rentier parce qu'il est très péjoratif. Je dis que c'est des investisseurs immobiliers qui gèrent leur patrimoine comme des chefs d'entreprise. De même que pour la bourse,
il y a effectivement des gens, Curly, qui sont donc vraiment professionnalisés là-dedans, et qui donc sont rentiers de la bourse, qui vont être rentiers de la bourse, soit rentiers via les dividendes, soit qui vont réussir à gérer leur portefeuille pour revendre toujours au moment opportun, bref, qui vont vraiment être très, très forts et donc dégager de la plus-value sur les reventes, etc. d'actions. Donc c'est du boulot. Et les rentiers de la bourse, moi je les appelle tout simplement les investisseurs boursiers. Les investisseurs boursiers particuliers qui gèrent leur portefeuille comme des pros. Vous allez dehors? Noémie, elle est dehors, elle a mis son petit chapeau, son petit machos. Il est 11h là, Bibou, ça va, hein? 11h. Bibou, elle me dit surveille l'heure, hein? Elle est déjà partie, elle m'écoute plus. Hein? Elle a écouté les 5 premières minutes de live, elle s'est arrêtée à mon avis. Est-ce qu'il y en a qui nous ont abandonnés en cours de route là? On est 58? Ouais, mais je crois qu'on a commencé, on était pareil, on était 50, 50, 55. Bon, ça va, il y en a pas trop qui sont partis, je pense. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur les rentiers qui, encore une fois, sont vus comme des riches qui ne font rien de leur vie. Mais non, Yeah! Merci Benji. On est monté à 70, il y en a qui sont tombés un peu, il y en a qui sont partis. Bah, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, sur les sujets comme ça, même si on est 10, ça me va. Si je peux vous aider 10 personnes à peut-être diversifier vos investissements, c'est très bien. Donc ouais, les rentiers sont souvent vus comme des riches qui ne font rien de leur vie, mais non, c'est juste un métier. Voilà. Être rentier en bourse ou en immobilier, ça demande énormément de temps, et donc c'est un métier à temps plein. Une autre petite question que j'ai pu avoir sur Instagram. Est-ce qu'il faut récupérer son... Alors, je vais vous lire la question comme elle m'a été posée. Est-ce qu'il faut récupérer son argent dès que l'action monte ou attendre? Donc, récupérer son argent, sous-entendu, ça veut dire vendre. Et ça, c'est vrai que c'est une question souvent que les gens se posent quand ils commencent la bourse. Ils disent, bon, alors j'achète des actions, ok, j'ai compris comment il fallait faire pour acheter des actions, j'ai compris ce que c'était la bourse, j'ai compris ce que c'était une action, j'ai compris ce que c'était que le PEA, etc. Bon, ok, donc je sais comment acheter des actions. Mais ensuite, qu'est-ce que j'en fais de cette action-là? Est-ce qu'il faut la vendre rapidement dès qu'elle monte ou est-ce qu'il faut attendre? Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des deux écoles. Il y a deux écoles, et que là, c'est une question qui demande... comment dire? C'est pas une question à laquelle je peux répondre aujourd'hui, parce que c'est une question beaucoup trop technique. Il y en a qui vont acheter et vendre à des moments totalement opposés, parce qu'ils ne vont pas avoir le même type de gestion. Ils ne vont pas appréhender la bourse et le marché de la même façon. Il y en a qui vont considérer que pourquoi vendre tout de suite, même si ça monte, j'ai pas envie de vendre tout de suite, moi je préfère garder parce que ça va peut-être continuer à monter. Et là, je vais vous expliquer juste après en conclusion là, de live, vous allez voir, je vais vous dire un peu quel est mon profil d'investisseur. Et honnêtement, je vous encourage à avoir un peu mon profil d'investisseur parce que je considère, vu que c'est celui que j'ai choisi, que c'est le meilleur, tout simplement. Mais bien évidemment que c'est pas le meilleur parce que ça dépend de tellement de choses, de qui tu es au fond de toi-même, etc. Et vous êtes, à mon avis, très nombreux à pas être comme moi. Et vous allez préférer aller vers le deuxième profil que je vais vous citer juste après. Ok? Donc, Rita, vraiment, je te répète, hein, vraiment, Rita, réécoute et prends des notes. Il y a Axou qui dit Mila Babychou, effectivement. Alex, c'est le mec de Mila Babychou. Alex Stern, je crois que c'est ça son pseudo. Ils ont 11 appartements, je crois que j'étais allé voir un peu ce qu'ils faisaient. Je crois qu'ils ont 11 appartements. Et ça lui prend effectivement tout son temps. En plus, je crois que lui, il fait les travaux lui-même, etc. Mais oui, être investisseur immobilier ou investisseur en bourse, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ok, alors, donc je ne peux pas vous dire quand vendre ou quand acheter une action, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Et là, dans ce premier live débutant, on ne va pas parler de ça, pas du tout. Et ça va dépendre ça va dépendre de l'action en elle-même, de quelle société on parle, quoi. Tu vois, ça dépend de tellement de trucs que tu ne peux pas dire ça monte, il faut vendre direct, tu vois. Voilà. La bourse, c'est risqué, je trouve, ça ne m'intéresse pas du tout. Point d'exclamation. Voilà, la question était formulée de la sorte. Donc, je vais répondre à cette question.
Est-ce que la bourse, c'est risqué? Oui, mais... Donc oui, c'est risqué si tu fais n'importe quoi. Donc si tu fais n'importe quoi, et que donc tu as 18 ans et que tu regardes des vidéos sur TikTok ou sur Snapchat ou sur Telegram ou sur WhatsApp et que tu suis des gens qui te disent fais ça, fais ça, fais ça et va sur des plateformes obscures pour investir ton argent, oui, c'est risqué. Donc investis uniquement l'argent que tu es prêt à perdre. Ok? Donc voilà, comme tu vas aller jouer au casino ou paris sportif. Voilà, donc on a tous de l'argent qu'on est prêt à perdre. Hein. Même si je sais que là, dans le chat, il y en a certains qui vont dire ah non, pas du tout, moi j'ai pas d'argent à perdre, hein. Moi mon argent c'est mon argent. Non, on a tous de l'argent qu'on est prêt à perdre. Même les gens qui sont à découvert le 15 du mois, c'est des gens qui ont aussi de l'argent à perdre, parce que s'ils sont à découvert le 15 du mois, c'est que donc, comme je vous l'ai déjà dit, ils gèrent malheureusement mal leurs revenus, et que donc ils dépensent trop d'argent dans certaines... ils ont des postes de dépenses qui sont pas adaptés à leurs revenus, tout simplement. Voilà, bon, je suis pas très clair, mais en gros, ils ne gèrent pas suffisamment bien et perdent de l'argent parce qu'ils le dépensent ici. Il y a des gens qui sont prêts à perdre de l'argent en jouant au loto. Il y a des gens qui sont prêts à perdre de l'argent en allant chez le coiffeur, par exemple. Dépenses que je juge moi inutiles, mais chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont prêts à perdre de l'argent en jouant, en faisant quelques petits paris sportifs ou en allant jouer de temps en temps au casino ou en allant à la fête foraine. Vous savez, les jeux d'argent de fête foraine là, qui sont marrants et tu essaies d'attraper des trucs et tu n'y arrives jamais. Voilà. Ça, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Ben voilà, la bourse, ça peut être vu comme ça aussi. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça. Mais là, je vous donne la définition qu'on trouve sur Internet. Oui, la bourse, c'est risqué. Il faut y investir uniquement l'argent que tu es prêt à perdre. C'est une définition qu'on trouve partout. Mais, en 4 lettres, M-A-I-S, mais, le risque peut être atténué, lissé, quel autre synonyme on pourrait mettre? Atténué, c'est bien parce que c'est un mot qui est compréhensible, je pense, par tout le monde. Mais on peut lisser le risque, on peut l'atténuer. Et je vais même aller plus loin en disant que il est difficile, si on fait les choses bien, de perdre de l'argent en bourse. Il faut soit faire n'importe quoi pour perdre de l'argent en bourse, soit s'affoler, paniquer, etc. On va y revenir en conclusion, je vais vous faire une petite conclusion aux petits oignons. Déjà, en diversifiant, tu ne perdras jamais 100% de ton capital. Si tu as 100 euros et que tu mets 10 euros donc, dans 10 actions différentes, tu ne pourras jamais perdre ces 100 euros. Parce qu'il est impossible que ces 10 actions à 10 euros, elles passent du jour au lendemain à 0 euros, parce que déjà une action ne passe jamais à 0 euros, hein, bien évidemment. Donc imaginons qu'elle baisse et qu'elle passe à 7 euros, c'est une grosse perte quand même. Hein, tu passes de 10 à 7, ça te fait une perte quand même de 30%. Une chute de 30%, là vous allez me dire c'est rien, c'est 3 euros. Oui, mais vous faites la même chose avec 1000 euros. Bon ben voilà, ça fait, tu passes de 1000 euros à 700 euros, tu perds 300, bref. Donc imaginons qu'une action perd 30%. Donc cette action, elle va valoir donc 7 euros. Si tu la revends tout de suite là, tu l'as acheté 10 euros, tu la revends tout de suite parce que tu t'affoles, tu paniques, tu dis ah ça descend, je la revends, tu la revends 7 euros, tu as perdu 3 euros. Mais de l'autre côté, il te reste encore toutes tes actions parce que tu as diversifié, qui elles valent peut-être encore 10 euros. Il y en a peut-être une qui vaut 9 euros, il y en a peut-être une qui vaut 15 euros, il y en a peut-être une qui vaut 20 euros. Donc au final, tu auras perdu 3 euros sur une action, mais en diversifiant ton portefeuille, tes 100 euros de départ, tu les récupères au minimum, c'est sûr et certain. Honnêtement, si tu diversifies intelligemment, tu as tes 100 euros. C'est impossible. C'est impossible, je ne vois pas comment c'est possible. Pour que tu ne récupères pas au minimum ta mise de départ. Là, j'utilise le mot mise, mais je n'aime pas ce mot parce que ça fait trop genre, je vais jouer au casino. Voilà. Mais Rita, effectivement, Rita. Bah Rita, ça va, tu commences à comprendre, c'est bien Rita. Parce qu'effectivement, tu as compris ce que c'était que les dividendes
Mais les dividendes, c'est autre chose. Hein. Les dividendes, c'est ce que la société te reverse, entre guillemets, en tant que rémunération. Voilà. Enfin, si, c'est pas entre guillemets, c'est une rémunération que tu as. Mais ensuite, tu as les actions, les prix augmentent. Hein. Comme n'importe quel marché, comme je l'ai dit en introduction de ce vlog, la bourse, c'est une place de marché et les prix augmentent. Tu achètes une action à 10 euros, demain, elle va peut-être valoir 20 euros. Ce n'est pas toi qui va décider de la vendre à 20 euros. C'est juste que le marché va s'enflammer parce que la société va annoncer. On va prendre l'exemple de Tesla. Tu achètes une action Tesla aujourd'hui à 10 euros. Demain, Elon Musk, il fait un discours et il dit, à partir du mois prochain, mes Tesla, je vais les vendre $2000 moins cher parce que j'ai réussi à faire des économies d'échelle sur mes batteries et donc je peux vendre ma Tesla $2000 moins cher. Et bien là, toutes les actions Tesla vont augmenter parce que l'annonce qu'a fait donc Elon Musk va booster la société Tesla. Les investisseurs, toi, moi, nous, ils, vont se dire, attends, là, le mec, il va baisser le prix de ses Tesla, ça veut dire qu'il va en vendre encore plus, ça veut dire que la société, elle va grossir encore plus. Donc, naturellement, les gens vont vouloir acheter de l'action Tesla. Les acheteurs vont arriver, ils vont dire, moi, je veux du Tesla, je veux du Tesla. Donc, toi, tu as du Tesla dans ton portefeuille, tu l'as acheté 10 euros, toi, ton Tesla, ok ? Tu l'as dans ton portefeuille, mais tu n'es pas toute seule à l'avoir. Vous êtes des millions à l'avoir, l'action Tesla. Et donc, les acheteurs, ils arrivent, ils se bousculent là au portillon, ils disent, moi, je veux du Tesla, je veux du Tesla. Comme on voit dans les films, ouais, je veux du Tesla. Et puis, les mecs qui sont au téléphone, attends, il veut du Tesla. Sauf que ça ne marche pas comme ça maintenant. Tout se fait sur l'ordinateur. Les vendeurs, ils sont contents parce qu'ils sont en position de force. Ok ? Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. La demande, elle est là. Les acheteurs, ils sont là, ils veulent. Donc Tesla, mécaniquement, ça monte. Tu ne vas pas vendre l'action à 10 euros vu qu'il y a de la demande, que tout le monde en veut. Tu la vends 12, 13, 14, 20. Et si tu n'as pas envie de la vendre 20 parce que tu considères que ça vaut plus que 20, parce que là, l'annonce qu'il a fait, Elon Musk et tout ça, c'est un truc de malade, tu gardes ton action à 10 euros. Tu la gardes. Elle est toujours dans ton portefeuille. Et tu la vends une semaine après. Et une semaine après, ça se trouve, elle est à 40 euros l'action. Voilà. Et là, tu t'es dit, tu vois, si je l'avais vendue 24 heures après à 20 euros, bon, j'aurais gagné 10 euros. Hein. Mais là, je l'ai vendu 40 euros. J'ai gagné 30 euros. Tu vois, j'ai fait du x4 sur mon action. C'est ça le principe de ce qu'on appelle la fluctuation du marché. Voilà, tout simplement. Voilà, ça monte, ça descend, suivant les annonces. Donc là, j'ai pris l'exemple de Tesla, qui est peut-être pas forcément le bon, parce que Elon Musk, il fait des coups de communication un peu farfelus des fois, mais voilà. Et là, je ne parle pas du tout des crypto-monnaies, hein, parce que ça, c'est vraiment autre chose. Hein, ok ? Y a Axou qui dit, on a perdu 50 euros sur 2 supports et gagné 600 euros sur un autre. Oui, non, mais c'est ça. C'est que faut pas avoir peur, des fois, de perdre un petit peu d'argent sur quelque chose. Voilà. Il y a Coralie qui donne un exemple assez intéressant aussi, qui compare ça à un meuble d'occasion. Elle dit, tu peux avoir la chance, des fois, de trouver des meubles d'occasion, d'acheter un meuble d'occasion et de le trouver dans les déchetteries, donc gratos, ou de l'acheter à 10 euros sur le Bon Coin. Tu le retapes un petit peu pour pas grand-chose et tu le revends plus cher. Voilà. Peut-être parce que c'est un meuble qui est rare, que personne ne le savait à l'époque. C'est comme les œuvres d'art, des fois. Tu peux retrouver des œuvres d'art à X ou Y que tu as acheté 10 euros sur une brocante et en fait, tu as acheté un truc qui en vaut 1 million d'euros. Et ben voilà. Voilà, en gros, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on fera un live sur la nouvelle mode des crypto-monnaies ? Peut-être, oui. Après, je ne m'y connais pas encore suffisamment sur les crypto-monnaies. Je m'y intéresse moins que la bourse, pour être honnête avec vous. Mais voilà. Il y a des gens autour de moi qui s'y intéressent, qui m'ont expliqué ça, et ça n'a rien à voir, évidemment, avec la bourse. Et c'est une technologie tellement différente. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y en a qui aiment bien les cryptos. Moi, je ne suis pas fan. Je préfère la bourse parce que pour moi, c'est plus réel. Tu as investi dans des entreprises. Tu as vraiment... Voilà. Tu peux lire les résultats des entreprises, les bilans. Tu peux t'intéresser à ce que fait le monde de l'entreprise, alors que les crypto-monnaies, ça reste quand même beaucoup de virtuel basé sur beaucoup de spéculation. Le mot spéculation, on va l'utiliser tout de suite maintenant parce qu'on va conclure... Ah non, attends, j'ai oublié un truc, moi. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc.
Ah oui, oui, je voulais revenir sur cette notion de la bourse qui est trop risquée. Donc je m'étais noté que effectivement les Français considèrent la bourse comme quelque chose de trop risqué. C'est ce que j'ai mis sur ma fiche. Rebonjour Tahiti Ju. Trop risqué. Même pas très risqué, j'ai mis trop risqué. Car tout simplement en bourse, ça ne monte pas en ligne droite. Hein. Voilà, les marchés, ça fait pas ça. Ça serait trop beau sinon. Ce serait pas la bourse. Si tout fait ça, ah ben, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça fait jamais ça. On est toujours comme ça. Ah non, la vie, c'est ça. Hein. La vie, c'est toujours ça monte, ça descend. Il faut supporter ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité, c'est ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ce n'est pas stable, ce n'est pas constant. Donc il faut réussir à supporter ça. Il faut supporter ça psychologiquement. Il faut être quand même armé pour ne pas avoir peur de cette volatilité. Mais la volatilité, tu la retrouves partout. Sauf que tu t'en rends pas compte, forcément. Voilà. Encore une fois, je reprends l'exemple des tomates. Les tomates, des fois, tu les achètes 1,50 €, des fois, tu les achètes 1,70 €. Voilà, tu as eu de la volatilité, mais en soi, c'est dans ton budget course, tu t'en rends pas forcément compte. Ou même si tu t'en rends compte, ça n'a pas un impact très important. Et pourtant, les Français considèrent que c'est trop risqué, mais pourtant, quand on analyse bien la bourse sur des années en arrière, on arrive à cette conclusion. On arrive à voir que le couple rendement-risque, donc rendement-risque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le couple rendement-risque, ça va, c'est facile. Si tu mets dans la balance les rendements, le bénéfice, la rentabilité, ce que tu gagnes, l'argent que tu gagnes, le rendement, c'est ça, face au risque, tu te rends compte que ce rapport, il est excellent. Dès lors que tu sais investir intelligemment, que tu arrives à patienter, le long terme est très important en bourse. On va en revenir là, juste en fermant ce live. Il faut réussir à supporter tous ces mouvements de marché sans s'affoler, sans paniquer. Et juste pour vous donner un petit chiffre, le CAC 40, donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, il a une performance de 1200% sur les 30 dernières années. Donc, ce qui est juste énorme. Voilà. Donc, la personne qui a investi il y a 30 ans et qui a acheté une action CAC 40, là, elle a plus 1200%. Enfin bon, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ok. Quels différents types d'investissements en bourse peut-on faire? Donc, on va parler de deux grands profils d'investisseurs, de types d'investisseurs. On a les investisseurs qu'on appelle court-termistes. Donc, ceux qui misent sur le court terme, donc c'est ceux qui vont être en ce moment qui sont arrivés en bourse. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en bourse, des court-termistes. Donc, le court terme, c'est une méthode très réactive, agressive et dynamique. C'est basé sur le stock picking. Le stock picking, c'est quoi? En anglais, stock, c'est action. Picking, c'est choisir. Tu vas donc faire ce qu'on appelle du day trading. Tu vas choisir tes actions basées sur beaucoup de spéculation. Tu vas donc miser, comme si tu étais au casino, sur des variations à venir, sur des baisses, des hausses. Tu vas un peu jouer au médium. Tu vas essayer de t'imaginer ce qui pourrait se passer demain. Tu vas laisser tes choix être influencés par tel ou tel événement, tel ou tel résultat ou telle rumeur. Ok. Pardon, j'ai eu un texto. Donc, ça va être très stimulant. Il y a des gens qui adorent ça. Voilà, ils vont investir en bourse comme ça, comme s'ils jouaient à Poker Stars ou à Parion Sport, ou comme ils vont aussi sur les crypto-monnaies. C'est très stimulant, c'est grisant, même tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tu peux gagner beaucoup d'argent tous les jours, et vous le verrez, les mecs qui investissent en bourse, tous les jours, les gourous de la bourse, là, sur les réseaux sociaux, ils vous partagent tous les jours leurs gains. Ah, toi, aujourd'hui, j'ai gagné 500 €, aujourd'hui, 1200 € de gains, aujourd'hui, 1500 € de gains. Ça, vous le voyez partout, sur Instagram, TikTok, etc. C'est les gourous de la bourse des temps modernes. À fuir. Moi, je vous dis à fuir. Tous les gens qui vous partagent leurs gains quotidiens, c'est à fuir. Après, si là, parmi vous, il y en a peut-être qui nous regardent, qui sont de la team court terme
et qui sont très contents de gagner 800 euros en un jour, tant mieux pour vous. Après, non, ils ne sont pas forcément taxés, non. Parce que généralement, les gains que tu fais, tu les réinvestis. Hein, Mais après, oui, ils sont taxés, mais on est tous taxés, hein, mais tu n'es pas forcément taxé déjà. Tu peux réinvestir. Si tu vends une action, tu es taxé uniquement si tu retires de l'argent de ton PEA. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Mais même si tu es taxé, c'est normal aussi d'être taxé en France. Hein. C'est ce qui fait que notre pays va quand même pas trop mal, quoi. Mais voilà, donc moi je vous invite à fuir ces gourous de la bourse, vraiment. Parce que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent en un jour, mais tu peux aussi en perdre très rapidement dès que tu vas faire un mauvais choix. Et souvent, les court-termistes, ils vont tenter de faire des coups, ils vont se dire là, je vais miser sur cette société-là, je le sens bien. Et donc, ils vont malheureusement des fois miser un petit peu trop de leur portefeuille. Voilà, s'ils ont 1000 euros, ils vont se dire tiens, là, je mettrais bien, allez, au moins 40% de mon portefeuille. Alors, allez, je mets 400 euros ou 4000 euros s'ils ont 10 000 euros de capital. Et des fois, si c'est un mauvais coup, ils perdent quand même 40% de leur capital. Et là, c'est énorme. Donc, ça, c'est ce qui arrive aux court-termistes. Mais ils aiment bien parce que c'est grisant. Malheureusement, ça peut aussi devenir addictif. Comme n'importe quel jeu d'argent, il y en a qui, malheureusement, vont en bourse comme s'ils pariaient. Et là, ça pose des problèmes depuis quelques mois, depuis le Covid, là. C'est compliqué. Ça demande de passer beaucoup de temps. Dès lors que tu es court-termiste, il faut que tu y passes au moins... Enfin, il faut que tu y sois tous les jours, tout simplement. Tous les jours. Donc, ils sont tous les jours sur leur téléphone, les court-termistes, tout le temps. Ils peuvent gagner beaucoup, je répète encore une fois. Donc, si vous êtes à la recherche de rendement très rapide, ça peut être fait pour vous. Mais vous pouvez aussi perdre aussi beaucoup. Uniquement, donc, le day trading, le stock picking, toutes ces méthodes de court-termistes étaient uniquement réservées aux traders professionnels. Vraiment. C'est ce qu'on voyait dans le loup de Wall Street. Voilà. J'achète hier un truc et je le revends demain. Tu vois ? C'était vraiment au téléphone, ils étaient tout le temps là, ils essayaient de revendre des trucs et tout, tac. C'était un truc de pro, de trader pro. Voilà. Mais maintenant, tout le monde peut le faire et tout le monde le fait. Et malheureusement, ça a été donc démocratisé via, moi, ce que j'appelle la bourse des réseaux sociaux. Les gourous influenceurs qui conseillent, qui donnent des conseils à leurs abonnés en leur disant faites ci, faites ça, recopiez, faites du copier-coller. Et je ne suis pas fan. Donc, fuyez ça. Vous pouvez allouer une petite partie de votre épargne ou de votre portefeuille d'investissement sur du court-termisme. Ça peut être marrant aussi. C'est ce qu'elle fait Coralie. Mais il faut quand même garder une majorité de votre patrimoine, de votre portefeuille d'investissement, de votre épargne, appelez ça comme vous voulez, sur ce qu'on appelle le long terme, l'investissement en bourse de long terme, qui est beaucoup plus sécurisé. Vous y passez moins de temps. Ça vous demande d'avoir beaucoup moins de compétences parce que vous n'avez pas besoin de regarder en détail telle ou telle société. Vous n'avez pas de stress. Vous n'avez pas besoin de savoir si c'est le bon moment pour acheter ou pas. Vous avez un petit peu... Toutes ces notions-là sont beaucoup moins importantes sur le long terme. Pourquoi ? Parce que peu importe le moment où vous allez acheter une action. Alors, en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment pour acheter, effectivement, parce que ça n'a jamais été aussi cher. Tout est cher maintenant, mais la plupart des spécialistes le disent que sur le long terme, de toute façon, dans 20 ans, ça sera toujours plus cher. Ça ne fait que de monter, de toute façon. Donc, les gains sont moins rapides, mais ça permet de te constituer un patrimoine sur le long terme que tu pourras léguer ensuite à tes enfants ou utiliser pour ta retraite ou X et Y raison. Voilà, c'est une stratégie qui est dite conservative et défensive. Donc défensive, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire peu risqué, moins risqué, beaucoup moins risqué que le court terme. Ça permet de voir la bourse comme un investissement immobilier. C'est un peu le même principe. C'est vraiment du long terme. Même s'il y en a qui font de l'immobilier à court terme, alors je ne sais pas comment ils font. Il y a des mecs, ils achètent des appartements, ils les revendent, ils font des travaux, ils les revendent 3 ans après. Et ils font que ça. J'imagine même pas la source de stress, le temps que ça demande. C'est pas mon profil, mais c'est peut-être le vôtre. Voilà. Sur le long terme, on a vraiment peu de chances de perdre de l'argent, surtout si on diversifie son portefeuille. Voilà.
si on va vers différents profils de société, différents secteurs d'activité. Et encore une fois, le long terme est vraiment peu risqué en bourse. Voilà, c'est vraiment le profil du bon père de famille qui va en bourse en choisissant ses sociétés tranquillement. Voilà, il ne va pas aller miser sur le vaccin du Covid-19. Ça, c'est jouer au loto. Il y en a, ils ont misé sur Moderna ou AstraZeneca ou Pfizer. Grand bien leur face, parce que maintenant, effectivement, ils ont dû probablement gagner de l'argent en un an, mais il y a aussi plein d'autres sociétés qui étaient sur la course au vaccin il y a un an, dont on n'entend plus parler. Donc, probablement que les actions, elles avaient flambé, et puis les court-termistes, ils les avaient achetées en se disant, je les revends dans une semaine, ça va encore... Voilà. Ça peut être dangereux si tu fais les mauvais choix. Règle d'or, et après on finira là-dedans. Je vous rappelle les règles d'or si vous voulez commencer à investir en bourse. Déjà, regardez ce live en replay. Prenez des notes. Ensuite, allez voir un peu toutes les petites sources que je vous ai citées. Ça peut vous intéresser. À retenir, diversification du portefeuille. La bourse est vraiment très peu risquée si elle est bien diversifiée. Ok. Définir son budget. Deuxième chose à retenir, définir son budget et le respecter. Ça, c'est très important. Et là, je reviens sur les petits jeunes qui suivent les gourous de la bourse via TikTok. Ils n'ont généralement pas de budget. Pourquoi ? Parce que c'est des jeunes qui considèrent la bourse comme le pari sportif ou autre et qui n'ont aucune notion de la valeur de l'argent. Voilà. Malheureusement. Donc, se définir un budget et le respecter. Investir régulièrement, comme on l'a dit au début de live. Donc, le respecter son budget, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire ne pas l'augmenter. Hein. Tu peux l'augmenter, ton budget. Mais il faut juste que si tu l'augmentes, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est réfléchi. Selon le patrimoine que tu as, donc le patrimoine que tu as, ça veut dire selon l'argent que tu as de côté. Bienvenue à toi, Kathleen. Selon l'argent que tu as de côté, tout simplement, selon les épargnes que tu as, le patrimoine, tu vas choisir d'investir 5% en bourse, 10%, 15%, 20%, peu importe. C'est toi qui choisis. Ensuite, dans cette enveloppe que tu as décidé d'investir en bourse, tu vas la diversifier en achetant. Honnêtement, il est conseillé d'avoir dans son portefeuille boursier d'avoir au moins une 30aine de lignes. Ça, c'est une bonne diversification. Tu investis donc dans 30 entreprises différentes. Tu varies les secteurs d'activité. Tu ne fais pas que des entreprises qui font de la santé. Voilà. Tu fais un peu de transport, un peu de bancaire, un peu de santé, bien évidemment. Un peu de technologie, un petit peu de BTP, un petit peu de il y a tellement de choses. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, mais il y a tellement de choses possibles et inimaginables en bourse. Voilà, donc une 30aine de lignes, c'est ce qui est conseillé, après vous faites ce que vous voulez. Et vous respectez votre budget, et vous ne cédez pas à l'euphorie ou à la panique. Ok ? C'est pas parce qu'une action que tu as dans ton portefeuille, tout d'un coup, elle peut se vendre 6 fois, 10 fois le prix, qu'il faut forcément la vendre. Tu peux la vendre, hein. Tu auras fait des bénéfices, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. De même que si ton action, elle chute, ne pas paniquer. Il y en a même qui vont conseiller que si ton action, elle chute, c'est super. Rachète des actions, parce que tu vas les racheter moins cher. La société que tu détiens là dans ton portefeuille, elle a de la valeur. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elle sera toujours là. Elle te rapportera toujours de l'argent via les dividendes. Et puis dans 20 ans, tu pourras revendre ton action et dégager des plus-values. Donc si l'action que tu as dans ton portefeuille qui est prometteuse, elle baisse, au lieu de t'affoler et de tout revendre parce que c'est la catastrophe cette société, il y en a pas mal qui conseillent, et je fais partie de ceux-là, de racheter. Parce que tu vas racheter moins cher. Tu vas donc gonfler ta part de capital dans cette société-là. Voilà. Quand ça chute, il faut faire le vautour et aller acheter, elle nous dit Caro. Voilà, il y en a pas mal qui conseillent ça, mais il y en a aussi pas mal qui ne le font pas. Donc tant mieux, il y en a pas mal qui ne le font pas, ça laisse plus de place au vautour, effectivement. Mais voilà, tu rachètes quelque chose de pas cher qui a de la valeur. Tu le sais que ça a de la valeur. Voilà. Il y a des sociétés, on le sait. Enfin, je veux dire, voilà. Je ne vais pas citer de société, mais... parce que j'ai pas envie de citer de société, mais il y a des sociétés, elles sont là, quoi. Elles sont implantées. On y croit, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est des sociétés, elles seront toujours là dans 20 ans. Voilà. Et elles te rapporteront des dividendes chaque année, si elles en versent, et tu pourras faire de la plus-value plus tard. OK ?
Nos parents, souvent, effectivement, ils vendaient quand ça baisse. Skirl, t'as raison. Nos parents, ils vendaient quand ça baisse. Effectivement. Moi, je crois qu'à l'époque, nos parents, il y avait eu l'introduction en bourse de d'EDF, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je me demande si mes parents n'avaient pas acheté aussi des actions EDF ou mes souvenirs se mélangent. C'est peut-être juste un ami qui me parlait de ses parents à lui, mais qui me disait effectivement que l'action EDF, quand elle a été introduite en bourse, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans en arrière, elle avait été introduite à un prix et apparemment, 2 ans plus tard, elle avait chuté de moitié, quoi. Elle avait chuté de moitié. Et donc, la plupart des gens, c'est probablement le cas de ton père, Squirrel, c'est compliqué à dire, écureuil, probablement qu'il a vendu ses actions EDF ou France Télécom parce qu'il s'est affolé et qu'il s'est dit, attends, j'ai acheté 200 euros d'actions, là, ça vaut uniquement 100 euros. Je préfère les vendre tout de suite parce que j'ai pas envie d'attendre que ça baisse à 50 ou à 10 euros. Mais c'est un raisonnement qui n'est malheureusement pas suffisamment éclairé. Il n'y a pas eu suffisamment de recherches faites sur comment fonctionne la bourse, etc. Parce que voilà, les gens qui ont fait ça, ils ont donc perdu de l'argent, tout simplement. Dès lors que tu ne vends pas en bourse, tu ne perds pas d'argent. Et il suffit juste d'attendre que ça remonte. Mais si tu t'affoles, là tu perds de l'argent. Et que tu vends, tu perds de l'argent. Après, ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés qui font que baisser. Souvent, les sociétés qui font que baisser, c'est les sociétés sur lesquelles les gens, ils ont misé des coups. Ils ont voulu faire des coups, ils se sont dit, cette société, ça va buzzer. Je reprends l'exemple des vaccins. Sauf qu'il y en a qui buzzent, et ensuite, parce qu'elles n'ont rien trouvé finalement. Et voilà. Donc, nos parents, effectivement, ils ont, je pense, pour beaucoup, vendu l'action EDF à l'époque, parce que je crois que ça avait baissé, etc. etc. Là, en l'occurrence, moi, je ne vous invite pas à faire la même chose. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de son profil et de sa capacité aussi psychologique à gérer le risque, la volatilité du marché. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté de la bourse. Voilà, c'est fini, les amis. J'ai dépassé mon temps imparti. Bibou va m'engueuler, elle va dire « Allez donc, c'était long, hein ?» Voilà, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. J'ai fini, Bibou, hein. J'ai fini. Ok. Non, j'ai encore le temps avant d'aller chercher les enfants à l'école. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que j'ai dit des choses? Là, je m'adresse à tous ceux qui s'y connaissent un peu en bourse. Caro, Célia, Cora. Caro, Cora, Célia. C'est que des C, tiens. Axou aussi, je crois que tu t'y connais un peu. Voilà. Est-ce que j'ai dit des choses, des fois, qui n'étaient pas cohérentes? Vous me le dites. Comme ça, je le saurai que ce que j'ai dit, c'était pas clair ou pas cohérent. Il y a peut-être des moments un peu flous que j'ai pu... Non, ça allait. Non, j'ai dit des bêtises ou quoi. Vous avez le droit de le dire. Je pense ne pas avoir dit de bêtises, mais encore une fois, c'est que des conseils que je vous donne. À vous, après, de revoir déjà ce live et d'en regarder d'autres, hein, vraiment. Hein. Et je ne vous dis pas qu'investir en bourse, c'est très important et c'est ce qui va changer votre vie. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Mais juste, si ça vous intéresse de diversifier votre patrimoine, pensez aussi à la bourse. Il n'y a pas que l'assurance vie ou l'immobilier, il y a aussi la bourse. Et certains spécialistes disent même que la bourse, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Si tu le compares à l'immobilier, par exemple, l'immobilier, c'est quelque chose de très risqué. Hein. Ton appartement peut brûler, tu peux te faire emporter ta maison par des coulées de boue. Tes locataires peuvent décider du jour au lendemain de ne pas payer ton loyer, peuvent squatter ton appartement, changer les serrures, détruire ton logement. En bourse, tu as des risques, mais qui sont, je trouve, beaucoup plus faible qu'en immobilier. Mais après, ce n'est que mon avis. Voilà. C'est pour ça que l'immobilier, moi, je ne suis pas fan. Voilà. Donc, je fréquente peu de notaires. Voilà. J'ai fréquenté 2 notaires dans ma vie et ça s'arrêtera là, je pense. Parce que j'ai un peu peur de l'immobilier, moi. Je y vois beaucoup trop de risques. Voilà. OK? Ça roule, ça marche, ça galope. Et on pourra reparler de l'investissement en bourse via l'assurance vie. Scroll. OK? On y reparlera de ça, hein, des unités de compte. Je vous referai des petits points là-dessus. OK? Bon, merci à tous ceux qui se sont réabonnés aujourd'hui à notre chaîne Twitch, qui nous permet d'avoir des petits revenus chaque mois. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait 3 ou 4 là, sur ce live qui s'abonnaient pour la première fois. Là, c'était leur premier mois. Donc ça fait plaisir de voir quand il y a des nouveaux. Et ça fait plaisir quand les anciens se réabonnent aussi. Hein. N'oubliez pas, vous devez le faire chaque mois si vous êtes sur Amazon Prime. Voilà, vous devez refaire la petite manip chaque fois. Et si vous êtes abonné payant, comme
comme Curly, tout simplement. Hein, Curly qui a décidé de payer son abonnement. Merci à toi. Merci à tous ceux, ou Axou aussi, merci à toi, Axou, merci beaucoup. Que vous soyez abonné Prime ou pas abonné, peu importe, vous êtes tous à la même échelle. Mais je sais que quand vous êtes abonnement Prime, il faut le faire tous les mois. Contrairement aux abonnés payants, eux, ils peuvent choisir de s'abonner pour 6 mois d'un coup, je crois, et ils n'ont pas besoin de faire de manipulation chaque mois. Mais merci à tous, merci à tous les nouveaux followers. Noémie est là, je vais aller apporter. Et Bibou, elle va faire le repas. Et je vous embrasse, merci à tous, vous avez été super. Moi, j'ai adoré faire ce live, vraiment. Donc, ça m'a fait du bien. Et en faisant mes recherches, ma préparation, je me suis remis des notions en tête. Donc, franchement, merci beaucoup. Ouais, effectivement, Célia, faut que tu t'abonnes depuis un ordinateur, mais fais-le depuis ton bureau, là. Tu vas directement là, chez toi, là. Cabinet notarié de Célia, et hop, tic, 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 voilà. Allez, gros bisous à tous. Merci vraiment à tous ceux qui sont là sur les lives argent, ça me fait plaisir. Gros bisous, très bonne semaine à vous, et on se retrouve mercredi soir en live pour la salsa à 20h15. Voilà. Évidemment, en vlog aussi, hein, comme d'hab, hein, sur Juju Baby. Allez, gros bisous, ciao.